Jean-Michel Wilmotte qui va parler après moi, il doit toujours rire, Jean-Michel, quand je dis, écoute, ce bâtiment, c'est vraiment dans cette ligne-là, les lignes de cette architecture expérimentale, développer une nouvelle typologie des bâtiments, des infrastructures culturelles, le Centre Pompidou. Et il y a plein d'autres exemples, de Chet à New York, de Dillery Scofidio, le bâtiment à Manchester de Rem Koolhaas. Et maintenant, Jean-Michel Wilmotte ici, avec un exemple parfait, Jean-Michel, d'une architecture post-pandémique. Mais pas seulement une architecture post-pandémique, c'est aussi un exemple d'une architecture dilatée. Parce qu'il y a plein de possibilités ici. Il y a les événements, il y a les salons, il y a les forums, il y a les colloques, il y a les salons d'art, il y aura aussi des expositions, il y a des spectacles d'art vivant. De nouveau un compliment pour Jean-Michel Wilmotte et Gilles Evans, parce que sans ces deux-là, avec évidemment la compagnie Matisse, et je suis tout à fait content que Franck Matisse, qui est à côté de Jean-Michel Wilmotte, il va parler après Jean-Michel de ce bâtiment, eh bien, je suis tout à fait content que ce bâtiment rend tout possible. Et aussi donc les Jeux Olympiques. Et quand j'étais ici avec les organisateurs des Jeux Olympiques, ils étaient ravis parce qu'ils parlaient d'un studio de télévision. Et quand j'étais ici avec Alexander Neef de l'Opéra de la Bastille, il était tout à fait content ici parce qu'il me disait, mais enfin, ce reverb, l'acoustique de ce bâtiment est parfait. Et puis il y avait quelqu'un d'autre, un autre spécialiste qui disait, mais c'est peut-être un peu trop sec. Quel compliment qu'un bâtiment est peut-être un peu trop sec, Jean-Michel, pour écouter la musique classique. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis absolument ravi d'être avec vous ce matin. Je vais vous faire une présentation d'un projet qui est certainement, dans la vie d'un architecte, une sorte de rêve. Imaginez quand même la rapidité à laquelle s'est fait ce projet. Il faut vous dire qu'on a levé les premiers portiques en septembre dernier et livré le projet en mars. Donc 8 mois pour faire un projet comme celui-là, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et savoir aussi que ce projet a été réglé comme une horloge, je pense que c'est un vrai travail d'équipe. Donc d'abord, vous avez compris, donc avec Chris, la complicité, avec G.L. Evans et avec Matisse. Si vous voulez, c'est rare d'avoir des équipes aussi performantes qui s'associent pour faire un tel projet. Projet qui n'était pas évident, si vous voulez, à cet emplacement de Paris. Quand on voit l'école militaire et la Tour Eiffel derrière moi, je trouve que c'est invraisemblable. Encore aujourd'hui, je suis étonné de voir que nous sommes à cet emplacement. Alors, je dis aussi, c'est un travail d'équipe, mais un travail d'équipe de compagnonnage aussi, parce que c'est ce qui a fait finalement le succès de ce projet. Quand j'arrivais sur ce chantier, j'étais très heureux parce que je voyais tout était organisé, classé. Chacun savait ce qu'il devait faire. Chacun savait comment il allait prendre sa grue pour aller déposer un portique, etc. Enfin, c'était quelque chose d'assez étonnant et de très, très, très agréable à voir. Alors, je vais vous montrer très rapidement. Bon, donc, je vous fais grâce de tout le problème de la logistique. Si vous voulez, on est en plein cœur de Paris. Le fait qu'on fasse ce projet avec l'utilisation du bois rendait justement les interventions beaucoup plus légères et avec le minimum de nuisances pour le site. Utiliser une structure qui soit montable, démontable et réutilisable, c'est intéressant. Un des éléments les plus importants, ça a été l'acoustique. Parce qu'imaginez que l'acoustique, quand même, on va le voir après sur les slides, c'est quand même la répercussion de ce bâtiment sur l'environnement et surtout du voisinage. Donc il y a eu un travail énorme fait à ce sujet. Après, la flexibilité, c'est que d'un jour, on peut avoir un concert, une autre fois une exposition de photos, de peintures, après un trophée Hermès, ou alors une épreuve des Jeux Olympiques. Donc ça, c'était important d'avoir une structure sans aucun poteau. Donc ce bâtiment est autoporteur. Donc on peut se déplacer et déplacer le cloisonnement dans ce projet sans aucun obstacle, ce qui était quand même assez extraordinaire.
Et puis, finalement, 8 mois, c'est parce que aussi la mise en œuvre était excessivement simple à adapter. Alors donc, je vous redonne les dates, si vous voulez, grosso modo. Le concours était en 19, annonce en février, annonce en octobre, et puis on a débuté la pause, et puis la livraison en avril, et puis donc la fin de l'exploitation en 2024. J'ai tenu à vous montrer cette photo parce que vous voyez que là, ce champ de Mars, c'est pas sa première expérience. Et comme vous voyez, en 1900, il y avait une installation complète sur le champ de Mars, comme quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez je ne sais pas si c'est un pointeur, mais vous voyez ici l'emplacement où se trouve maintenant le Grand Palais éphémère. Et c'est étonnant parce qu'il y avait déjà, si vous voulez, ce principe de voûte, c'est un sujet assez étonnant. Après, vous voyez le plan occupait une grande partie, il occupait les 2/3 plus que ça d'ailleurs, les 3/4 du jardin du parc. Et donc, nous sommes venus nous mettre, si vous voulez, à cet emplacement. Donc vous voyez la proportion, l'échelle par rapport aux constructions qu'il y a eu sur place en 1900. Et donc ça, c'est aussi un sujet important. Après, il y a eu un autre bâtiment qui a été construit par le Ballet Stevens, l'exposition suivante, c'était le Palais Électricité, d'ailleurs, dans lequel il avait été faite la toile de Dufy qui se trouve au Musée d'Art moderne aujourd'hui. Donc très vite, maintenant, le jardin a repris sa place, et donc, vous voyez la position de notre Grand Palais éphémère. Ici, donc, la perspective, c'est une perspective qui a beaucoup circulé, si vous voulez, qui a montré l'intégration et surtout montré le fait que le bâtiment est à 20 mètres alors que l'école militaire est à 36 mètres. C'est important qu'il y ait une espèce de regard et une discrétion par rapport à ces écoles militaires. Alors, vous voyez, en coupe, là, donc, on est à 820 mètres de l'axe du Grand Palais. Au sol, le Grand Palais se trouve à 150 mètres de la... Il se trouve... Bon, ça va, merci. Donc, il se trouve à 650 mètres. Vous voyez, c'est important de voir ces proportions. C'est important de voir ces proportions et le fait qu'on ne vient pas écraser cette école militaire. Et même, je dirais même que le fait de se positionner face à l'école militaire, on la remet en valeur. D'ailleurs, le soir, elle se reflète très bien dans cette façade. Et ça, c'est un sujet intéressant. Il y a une espèce de dialogue entre ce bâtiment contemporain et l'école militaire qui est très intéressant. J'aime aussi beaucoup le fait que la statue du maréchal Joffre se retrouve dans une immense vitrine, une vitrine de 400 mètres carrés pour le maréchal Joffre. Je trouve ça assez étonnant. Alors, très vite, donc, vous montrer que donc on s'est intégré dans l'espace qui était possible de construire. Vous voyez les petits carreaux en pointillés rouges, c'est l'emplacement des fontaines. Donc on a préservé, on a mis un dallage par-dessus de façon à pouvoir l'enlever facilement et retrouver les fontaines initiales quand on démontera le Grand Palais. Là, cette vue, elle a pour but pour bien vous montrer comment la dimension du Grand Palais aujourd'hui et la dimension du Grand Palais éphémère. Vous voyez, il y a une proportion assez étonnante. Et j'allais dire, c'est presque une coïncidence. Vous ne me croirez pas, mais c'est vraiment une coïncidence. On n'a pas pris les plans du Grand Palais pour le mettre sur place. C'est venu d'une façon totalement naturelle. Alors, vous voyez, en réalité... Donc voilà la surface, on a 10 000 mètres carrés avec 2 salons. Le salon que vous trouvez ici qu'on appelle le salon Eiffel et de l'autre côté le salon et l'accueil de Joffre. Alors ce bâtiment il est fait finalement d'une croisée de 2 voûtes. Une voûte qui fait 33 mètres, c'est celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et les voûtes latérales font 51 mètres. Et finalement, c'est la rencontre de ces 2 voûtes qui crée aussi cette croisée qui est magnifique au milieu. Et tout à l'heure, vous allez monter dans les toitures, vous allez voir cette charpente qui est exceptionnelle et qui est vraiment une véritable prouesse. Alors vous voyez, c'est décomposé en 4 éléments, ça veut dire que demain, en 5 éléments, demain, si on doit remonter ce projet quelque part, vous voyez, il y a toute la possibilité qui est prévue. Alors les matériaux, donc on utilise l'épicéa,
Hein, c'est important aussi, la technique de l'utilisation de ce bois fait une empreinte carbone qui est vraiment très très intéressante. La comparaison, 8 camions de béton égale un camion de bois, pour vous montrer un petit peu la différence de carbone. Alors ça, c'est un croquis qui vous montre un petit peu la structure. C'est donc une structure bidimensionnelle qui sont juxtaposées côte à côte. Mais plus important sur cet élément, c'est l'isolation phonique. L'isolation phonique, elle est faite de 6 couches. 6 couches dans lesquelles on a 35 cm de laine et de laine compressée et de laine de verre. On a du placoplâtre, on a différents matériaux, donc 6 couches successives, qui fait qu'avec beaucoup de bruit à l'intérieur, on n'a pas de répercussion vers l'extérieur du projet. Ici, c'est pour vous montrer que l'intérêt aussi de ce projet, c'est qu'il a été fabriqué. Il a été fabriqué par les ateliers Matisse à Strasbourg, dans l'Est, enfin. Et donc, tout était préparé, dimensionné au centimètre près, en atelier. Après, c'était chargé sur des camions. Et ces camions arrivaient ici, sur le terrain, et donc, on montait chacune de ces arches. Donc, ici, c'est le terrain au mois de juillet 2020, on a préparé des plots dans le sol pour venir boulonner les arches. Donc, comment ça s'est passé? Donc, on a fait des micro-pieux pour pouvoir mettre des tiges filetées sur lesquelles on a boulonné le bâtiment. Alors, voilà, les camions arrivent sur le site. Là, ça représente une arche, sachant qu'il y en a eu 44 sur la totalité du site. Ces arches sont mis à plat, les quatre éléments sont boulonnés au sol, on y met 2 jambes de force en métal, et après, on vient les dresser. Donc là, vous voyez la partie métallique qui a été boulonnée, qui permet de poser la structure sur le sol. Alors voilà comment a commencé le chantier. Il y a eu un échafaudage qui a été fait. Première arche posée, elle repose sur l'échafaudage. Ensuite, la deuxième arche est venue se mettre. On les a boulonnés ensemble. Ensuite, les autres arches sont venues successivement. Et vous voyez au centre, donc c'est la partie donc croisée de voûte qui se trouve ici. Puis après, on a poussé le bâtiment dans tous les sens pour arriver à développer cette structure. Là, vous voyez le plot en béton sur lequel on est venu boulonner la structure métallique. Regardez ce chantier, c'est exceptionnel, si vous voulez. Cette vue du chantier, on voit que tout est organisé. Vous voyez, les grues sont au bon endroit, les bois sont triés en fonction de leur volumétrie et de leur courbe et de la structure. C'est exceptionnel de voir ce chantier. Donc, et voilà comment le projet s'est fait petit à petit, avec toutes les couches d'isolation les unes après les autres. Et puis on a terminé avec un tissu qui vient aussi finir en détail, si vous voulez. C'est important aussi d'avoir ce bleu sombre. Et Chris m'a beaucoup aidé pour avoir ce bleu, parce que sinon on serait retrouvé avec du noir ou un gris, je sais pas comment. C'était en réalité, on avait besoin d'une couleur qui puisse être compatible avec les retransmissions de télévision pour les Jeux Olympiques. Et voilà comment s'est fait le projet, si vous voulez. Après, on a mis un PVC sur la partie supérieure, et puis un ETFE, c'est une espèce de membrane très transparente sur la partie inférieure. On a voulu dégager trois éléments pour ne pas cacher totalement la structure, mais qu'elle soit visible de l'extérieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a fait une étude de lumière, après, que je vous montrerai, pour mettre en exergue cette structure. Alors, vous voyez l'avancement du chantier au fur et à mesure, avec les différentes couches de laine de verre et de placoplâtre. Et regardez cette image que je trouve magnifique, si vous voulez, c'est l'éclairage de la structure. La nuit, la périphérie du bâtiment est éclairée et va la présenter un peu, ce bâtiment, comme un ovni posé sur ce champ de Mars, comme ça. Et ça, c'est très intéressant au niveau de lumière, et surtout de bien montrer le travail des compagnons, de l'entreprise, qui aurait été dommage de cacher quand même, si vous voulez. Voilà. Et puis, vous voyez, les smear-morks de GL Events rentrent sur
sur le chantier. Le sol a été goudronné, c'est comme ça que l'on présente les espaces d'exposition. Et après, suivant les expositions et les événements qu'il y a, on change les revêtements de sol. Donc vous voyez cette nef extraordinaire. Il y a un équipement scénographique magnifique avec des systèmes d'échelles qui sont électrifiés, qu'on peut descendre au sol. On y met les appareils d'éclairage et on les remonte ensuite. Voilà. Et ça, c'est une simulation de ce que seront les Jeux Olympiques. Ça, c'est la lutte. Et là, on pourrait y installer des tribunes qui font pour 9000 personnes. Et voilà un petit peu comment le Grand Palais s'est intégré dans son site et va certainement pendant quelques années recevoir les plus beaux événements de la ville. Et je vous parlais tout à l'heure du dialogue entre l'école militaire et ce bâtiment. Et j'adore cette photo parce qu'il y a vraiment un dialogue formidable. Et d'ailleurs, vous voyez la cime des toitures de l'école militaire qui correspond dans ce reflet avec celle du Grand Palais éphémère. Bonjour à tous. Donc je passe après Monsieur Dercon et Jean-Michel Wilmotte. En fait, ils ont dit énormément de choses sur ce que j'avais à dire. Bon, ils m'ont un peu spoilé la présentation, mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres choses à dire, ça tombe bien. Bon, donc déjà, je voulais les remercier, ainsi que GL Events et l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la confiance qu'ils nous ont témoigné sur ce projet. Ce projet, ils l'ont dit, ils sont restés modestes, mais enfin, quand on a commencé à travailler dessus, je me suis dit, mais on va jamais y arriver. Les délais sont trop courts, il y a trop de contraintes. Et il y en avait des contraintes, parce que acoustique, etc. Il y avait vraiment beaucoup de contraintes incendie, parce qu'on est dans un bâtiment, qu'en fait, on est dans un vrai bâtiment. Et tout ça dans un délai extrêmement court, en pleine période Covid. Donc, et en fait, tout le monde a été extrêmement pro et les choses ont pu se faire. Parce qu'en fait, c'est un vrai bâtiment. Ce que les gens ne se rendent pas compte, ils m'ont dit qu'il est éphémère, mais en fait, c'est un vrai bâtiment. Et ça me rappelle une anecdote. Quand on commençait le levage de la charpente, j'étais un peu sur le boulevard, là, et puis je vois passer un monsieur sur son magnifique vélo hollandais avec son épouse à côté. Il dit, tiens, ils sont en train de faire un chapiteau de cirque ou un truc comme ça. Non, en fait, c'était un vrai. Je me suis dit, quand il va voir le chantier évoluer, il va se rendre compte que c'est un vrai bâtiment. Donc, on a fait un vrai bâtiment dans un délai extrêmement court. Alors, bon, la société, on était habitué à faire des chantiers de ce type-là. Et je suis content qu'on m'ait redonné l'occasion de faire un beau chantier de charpente. Et chez Matisse, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Alors, on fait de plus en plus d'immeubles en bois. C'est sans doute une des évolutions du marché. Et je dois dire que on y a travaillé pour développer vraiment la construction bois dans tous les domaines. Mais là, on s'est retrouvé avec effectivement un vrai chantier de charpentier devant un autre chantier de charpente d'une autre époque. Parce que là, alors certes, celui-ci n'est pas aussi haut que le chantier qui est derrière moi. Mais en fait, j'ai quand même trouvé qu'en mettant bout à bout la surface au sol, on était quasiment à la même hauteur que la Tour Eiffel. Voilà. Et quelque part, après, ça m'a évoqué le fait que finalement, l'époque n'est plus la même. Là, on était dans une époque où le progrès, c'était en plus un truc très masculin. Et je dirais que l'époque a changé et elle est probablement plus féminine et où le savoir vivre ensemble. Enfin, on travaille beaucoup au savoir, à l'environnement, au bien-être, etc. Et ça, clairement, c'est probablement le principal message de ce bâtiment, c'est de faire rentrer dans la ville. Et je pense que pour tout ce qui se passe autour de la construction bois et le développement de la construction biosourcée, etc., je pense que ce bâtiment a fait rentrer justement toutes ces idées dans la ville et ça nous sert véritablement de signal extrêmement intéressant. Voilà, donc l'époque, c'est un bâtiment qui est effectivement en phase avec son époque. Alors, bon, Jean-Michel Wilmotte a déjà montré beaucoup de choses. Alors, ça, je crois que c'est la fin, ça. Ah, si vous changez en plus les slides, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. C'était joli, voilà. Et vous avez effectivement en rive du Douglas, du massif du centre de la France. Voilà. Alors, voilà. Donc, ah oui, elle est vraiment tout à l'envers, là. Ah bon ?
D'accord, c'est pas grave. Bon, ben voilà, ça c'est le bâtiment que je voulais vous montrer à la fin. Donc ça, c'est les slides. C'est le bâtiment à peu près au mois de décembre. Fini. Donc vous avez compris que c'est un bâtiment où, comme tout allait très très vite, au fur et à mesure que la charpente se levait, ben, il y avait les couvreurs, les gens qui venaient en dessous. Voilà, là, on est devant. Là, je retrouve un petit peu mon petit. Voilà. Donc ça, c'est la perspective de la charpente. Comme vous l'a expliqué Jean-Michel Villemotte, donc il y a deux grandes nefs qui se croisent. On est sur effectivement des voûtes de 51 mètres et de 33 mètres, et les croisées d'ogives, si on veut prendre un terme classique, font à peu près 65 mètres de portée et sont chargées. Donc ça, c'est une étude, donc c'est la maquette de l'étude, hein, qui a pris à peu près 2500 heures de calcul et de dessin. Donc c'était le gros sujet, hein, de coordonner tout ça en plein Covid avec des équipes à distance. Voilà une vue justement des arcs de croisée d'ogives. On voit effectivement les assemblages et la section des poutres. Hein, donc ce sont des poutres recomposées qu'on a recollées les unes sur les autres. Je vous les montrerai sur une slide après. Et on voit donc tous les assemblages qui sont donc des assemblages mixtes, bois et métal. Le bois et le métal est caché ensuite par des protections en bois qui ont été recollées dessus pour que véritablement, en cas d'incendie, le métal ne se déforme pas et la structure garde toute sa résistance. Parce que le problème, c'est le métal et c'est pas tellement le bois. Hein. Voilà. Et donc, en fait, il y a des assemblages qui sont des assemblages donc, de grande précision. Jean-Michel Villemotte disait qu'on était au centimètre. Je suis désolé, on est au dixième de millimètre. Les usinages sont dixièmes de millimètre. Et disons que globalement, on fonctionne au millimètre. Voilà. Mais parce qu'en fait, pour garder la rigidité d'une telle structure, on ne peut pas se permettre que dans chaque assemblage, il y ait du jeu. Quoi. Voilà. Alors voilà, donc effectivement, je vous ai montré des photos que n'avait pas Jean-Michel Villemotte, et je lui donnerai après. Vous avez sur la gauche une photo des bancs de recollage, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire ces sections, comme c'est des sections relativement importantes, on ne trouverait pas les planches dans la nature. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on colle des arcs de la section et ensuite on les recolle les uns sur les autres et donc on installe dans l'usine des chantiers donc de recollage de nos poutres. Et ensuite, d'abord on les usine, on les recolle, on les réusine et ensuite on fait tout l'assemblage et on livre effectivement par camion des tronçons qui arrivaient le matin avant que les Parisiens ne partent au travail. Et donc en gros, il y a une centaine de camions qui ont été livrés comme ça le matin. Donc on fait également dans l'usine toutes les pièces d'assemblage avec nos propres équipements de laser, etc. Voilà. Donc la fabrication, pour vous donner une idée, la fabrication c'était à peu près 2000 heures. En fait, il y avait moins d'heures de fabrication que d'heures d'études. Et si on parle du levage, donc c'est un levage qui a mobilisé à peu près 5000 heures de travail sur chantier. Et donc là, effectivement, on voit le premier arc qui se lève de la croisée d'ogives. Hein, et donc les zones d'assemblage, mais ça vous les avez vues, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors on n'a pas eu tellement de mal pour trouver les ouvriers qui voulaient travailler sur ce chantier. Ils se sont tous précipités parce qu'ils avaient le choix, soit un immeuble en banlieue, soit ici. Ben, ils se sont battus pour être là, ça je vous le garantis, ils étaient très fiers. Voilà, et donc ça je tenais aussi à remercier, parce que ce projet, bien sûr, il faut toujours un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre et bien sûr des entrepreneurs, mais sans les ouvriers, les compagnons qui ont travaillé sur le chantier, les gens au bureau d'études, les conducteurs de travaux, etc., sans eux, je dirais qu'on ne serait pas là à discuter. Ils ont vraiment trouvé toujours les solutions pour que les choses se passent au plus vite. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Voilà, en phase de levage sur les grandes voûtes. Donc en fait, le fameux plénum qui fait à peu près entre 3 mètres et 3,70 m de hauteur, donc on circule dedans, on aura peut-être l'occasion d'y aller. Et, pardon. Et donc la phase de finition, donc nous on intervenait sur la structure principale, puis après on venait remettre des équipements, etc. Et en fait le gros sujet c'était la coactivité là-dessus. Il y avait des nacelles dans tous les sens, des camions dans tous les sens, etc. Et véritablement tout le monde a fait preuve de grand professionnalisme et il y a eu zéro pépin. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini. Merci encore à vous. Et puis donc pour la visite, je vous attends tout à l'heure. Merci.